Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, oui, encore une fois, dans mon merveilleux Passat 1991 pour cette nouvelle capsule, oui, sur les anecdotes les plus connues du cinéma, spécial voiture mythique. Et aujourd'hui, il pleut, donc forcément, les vides vont s'embuer tout au long de la vidéo. Ouais, la vie. Et cette fois-ci, chers membres de la communauté du salon et du Passat, nous allons enfin parler de la DeLorean. Mais on parlera pas de l'Ecto-1. Non, mais on va parler des Peugeot 406 et 407 des taxis, par exemple. Oh oui! Pour ce qui est du troisième volet, eh bien, j'ai décidé de vous parler du fameux Truckster de la famille Griswold. Parce qu'ils ont un wagon, j'ai un wagon, donc je prêche pour ma paroisse. Alors, attachez très bien vos ceintures, mes amis, parce qu'aujourd'hui, on traite de trois merveilleux modèles qui ont, à leur façon, marqué l'univers cinématographique mondial. Dans mon salon, 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 La DeLorean DMC de Doc Brown. La DeLorean. Non mais quelle voiture et quelle histoire! Très certainement l'un des plus gros échecs de l'industrie automobile mondiale, elle n'était destinée à rien d'autre qu'à être une erreur. Et pourtant, oh pourtant... Voiture pensée par un Américain d'origine roumain, dessinée par un Italien, produite en Irlande du Nord, et avec un moteur français, cette voiture est clairement l'exemple parfait de cosmopolité. Son concepteur est John DeLorean, un playboy ayant fait ses armes au sein de General Motors, mais étant trop excentrique et ambitieux pour la marque conservatrice, il quitte son poste de vice-président pour lancer sa propre marque à son nom. Son but, imaginer et créer une voiture révolutionnaire, la DeLorean DMC. Il la veut la plus éthique possible, alliant les dernières technologies de sécurité et le respect de l'environnement en utilisant des matériaux résistants. Et oui. Et on va se dire, c'était le temps que quelqu'un fasse quelque chose comme ça. En avance sur son temps, le monsieur. Malheureusement, nombreux étaient les bâtons dans les roues de la DeLorean et elle est donc arrivée sur le marché inachevée. Ouh. Sa réputation est instantanément détruite. DeLorean tente des changements, offre des garanties, mais rien n'y fait. Après 2 ans de production, la société est en défaut de paiement. John DeLorean tente alors une action désespérée pour enflouer ses caisses, acheter de la cocaïne pour la revendre. Ouh. Donc, manque de pot. Manque de pot, pas de drogue. Oh, ah, non. Okay. Ses interlocuteurs sont des agents du FBI sous couverture. Ouais. Son avocat parvient donc à le blanchir, mais sa réputation est définitivement ruinée. Mais en 85, tout va changer pour ce modèle qui était voué à disparaître. Il sera propulsé en icône du cinéma et même aujourd'hui, à l'aube de ses 40 ans, sa réputation est toujours aussi solide grâce à Back to the Future. Bien intéressant tout ça, oui, mais la DeLorean, elle. Comme beaucoup de gens le savent déjà, les premières versions de la machine à voyager dans le temps avaient beaucoup moins de classe que la DeLorean. La toute première version était une machine fonctionnant grâce à un laser, puis ce sera autour d'un réfrigérateur soumis à un essai nucléaire, idée qui aura écho dans une célèbre scène d'Indiana Jones 4. Donc oui, l'idée a mûri et s'est transformée en voiture. C'est Andrew Probert, habitué au voyage de l'Enterprise, qui a été le premier à se pencher sur le visuel de la DeLorean transformée. Mais ses idées étaient un peu trop clean pour Zemeckis, qui voulait que les éléments qui la composent puissent donner l'impression au spectateur que c'est Doc qui les construit. La production a donc été chercher Ron Cobb, qui nous a pondu une coupe de props dans les Star Wars, dans Conan le Barbare et dans Alien. D'où peut-être le lien le plus direct de la présence de Monsieur Fusion dans les deux films. Mais aussi la fameuse voiture de Centauri dans Last Starfighter, qui est présente dans Back to the Future 2. Je tiens ici à mentionner que M. Cobb nous a quittés très dernièrement, le 21 septembre 2020, et il a laissé derrière lui des centaines et des milliers d'œuvres, de dessins, d'automobiles, bref, un grand créateur. Pour en revenir à la DeLorean de Doc, eh bien la production a fait fabriquer 3 machines à remonter dans le temps principal et 4 autres en surplus pour les suites, dont 2, oui, en fibre de verre, parce qu'à un moment donné, faut qu'elle vole. La voiture A, également connue sous le nom de Hero Car, était le véhicule le plus détaillé et le plus utilisé lors de la production. Une fois le tournage terminé, la voiture A a été livrée à elle-même dans le stationnement de Universal Studios Hollywood avec la clé dessus. They left the keys in it. The keys were left in the car at one point in time. Oh my god, that is too cool.
Et comme un secret ne reste jamais malheureusement au fil du temps un secret, les visiteurs impromptus et sans respect ont commencé à retirer les pièces du véhicule. Ben oui, après une remise en état parfaite du véhicule par une équipe de passionnés, ce qui nous a donné l'excellent documentaire How to Time Movie sur la restauration officielle de la DeLorean. Le véhicule a été mis sous verre et a fini par être transporté au Peterson Automotive Museum à Los Angeles, où il est encore visible aujourd'hui. La voiture B, également connue sous le nom de Wreckage Car, a été utilisée dans les 3 films et était principalement utilisée pour les cascades sans collision. Après avoir été volontairement heurtée par un train pendant la production du 3e film, la voiture est restée comme un tas de gravats. Les panneaux de carrosserie de la voiture B ont été vendus à Planet Hollywood à Hawaii, où elle a été accrochée au plafond du restaurant jusqu'à sa fermeture en 2010. La voiture a été ensuite vendue aux enchères et la voiture cascadeuse est actuellement rendue exposée à Hobartson, Massachusetts. Et oui, le petit tas de gravats officiel a donc été restauré par 2 passionnés, Patrick et Bill Shea. Donc chapeau les gars, sérieux, wow! La voiture C, tant qu'à elle, a été utilisée pour les images vues de l'intérieur de la DeLorean. Donc elle a été coupée, déchirée, pour que la caméra en fait puisse rentrer dedans, à plusieurs endroits. Voilà. Malheureusement, on a juste trouvé une seule photo de cette fameuse DeLorean coupée. Les restes du véhicule ont été laissés à Universal Studios Japan. La majorité des pièces ont été assemblées sur une autre DeLorean, afin d'en faire une réplique remontée par Tom Talmont Studio pour Universal Japan. En 2016, Universal Japan met la voiture en enchère et c'est une entreprise privée qui en a fait l'acquisition. Mais pour la création, qu'est-ce qu'il en est? C'est sous la direction du concepteur de production Larry Paul que Ron Cobb crée l'intérieur de la fameuse DeLorean de Doc. Le désordre des câbles, les voyants à diode, le Y lumineux du condensateur de flux alimenté au plutonium, l'idée d'un évent arrière dont le deuxième sera rajouté par la suite pour la symétrie de la chose. Oui, Cobb a clairement mis les bases, mais il était sous la loupe attentive de son patron, M. J. Orberg, directeur de création de la DeLorean. Sans oublier Kevin Pike était le superviseur des effets spéciaux, ainsi que Michael Sheafy, qui lui coordonnait la construction. Donc il y avait une méchante gang sur la DeLorean. Bref, Orberg qui n'avait clairement plus de preuves à faire suite aux nombreux succès de ses voitures, dont la fameuse Ecto 1. En un peu plus de 6 ou 7 semaines avant le début de la production de Back to the Future, Orberg a choisi et utilisé de manière créative des pièces de rechange d'avion ainsi que divers objets trouvés ici et là afin de donner vie à la machine à remonter dans le temps. Comme le Monsieur Fusion, qui est en fait un moulin à café de Mark Grubbs, et soit dit en passant, celui qu'on peut apercevoir dans Alien, sorti 6 ans plus tôt, sert très probablement de moulin à café à l'équipage étant donné qu'on peut le voir dans la section cuisine. Donc c'est pas un Monsieur Fusion. C'est M. Krabs. Petite anecdote ici, la carrosserie en inox de la DeLorean a permis à la production de verser de l'azote liquide ainsi que de l'azote en gaz directement sur la carrosserie afin que la DeLorean paraisse gelée suite à ses voyages dans le temps. Chose pas trop pensable avec une carrosserie ordinaire. Je pense pas que ça trippe. Ce qui est beau dans la création de la DeLorean, c'est que tout s'est fait un petit peu à tâtons. Certes, Orberg avait une idée en tête grâce au croquis et une direction artistique précise, mais beaucoup d'éléments visibles sur la DeLorean ont été amassés, pris, récupérés, et certains éléments ont été fabriqués par l'équipe eux-mêmes pour ensuite tout assembler, tel un casse-tête destiné à être le symbole du futur. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette légende? On ne dénombre pas moins de 150 DeLorean de particuliers qui ont été modifiés afin de ressembler à celles des films, en plus des 2 modèles originaux exposés. On peut rajouter les multiples références dans des centaines d'œuvres, regroupant presque toutes les formes d'art. Et ça, c'est sans considérer le fait que c'est une voiture et un concept si populaire, au point que de nombreuses personnes qui n'ont jamais vu les films connaissent le visuel du modèle et son nom. Bref, cette voiture est égale à la réputation de la trilogie, car non seulement elle est un personnage principal des films, mais en plus elle est le ciment qui a permis de tenir toutes les briques mises en place afin de nous donner ces 3 merveilleux films qui vont voyager très certainement à travers le temps. Les Peugeot 406 et 407 de la saga Taxi. Attention, encore pour nous, Nord-Américains, déjà voir une Peugeot, c'est déjà rare, mais le voir un film dont le personnage principal est une 406 modifiée, ici on appelle ça de l'exotisme. Et c'est très probablement pourquoi le film et la saga a été très populaire ici. Oui. En moyenne, c'est 6 modèles qui ont été utilisés pour les films, afin de mieux filmer sous tous ces angles ces merveilleux taxis. La Peugeot 406 est une berline française créée par la marque Peugeot, bien entendu, et fabriquée sur le site historique de la marque à l'usine Sochaux. Sa commercialisation va commencer le 19 octobre 1995 et elle aura au fil du temps 3 types de carrosserie, berline, break et coupé. Celle du premier film est une berline de phase 1, alors que dans Taxi 2 et 3, on a le droit à la phase 2. Quelques différences sous le capot,
mais aussi sur la carrosserie, comme le fait que les feux arrière adoptent des inserts couleur carrosserie, tandis que dans Taxi 4, on a le droit à la Peugeot 407. Et Taxi 5, me demandez-vous? Eh bien, c'est la même que Taxi 4. Ouais, parce que ça colle avec le scénario. C'est juste logique. Et qui dit voiture de film dit enchère. Ben oui. Car oui, l'une des hero cars des films a été vendue aux enchères en France et c'est les gars de Movie Car Central qui ont réussi à choper le taxi légendaire. Et c'est tant mieux car avec eux, c'est sûr et certain qu'il va rester en bon état. Ils ont aussi construit la 407 de Taxi 5 avec des nouvelles pièces de carrosserie. Et si la tendance se maintient, eh bien, ils devraient obtenir la Cobra de Taxi 2. Du moins peut-être, on le sait pas encore. Et je tiens ici à les saluer personnellement ainsi qu'à vous recommander chaudement leur chaîne YouTube Movie Car Central. Sérieux, si t'aimes les chars puis si t'aimes les films, go, tu t'abonnes. On va s'entendre ici, hein? Oui, le taxi a eu beaucoup de modifications à travers les 5 films. Oui, bon, parce qu'on parlera pas trop de la version américaine avec Queen Latifah. Non. Juste le fait de l'évoquer me provoque des petits haut le cœur. Déjà pour le premier opus, on remarque assez vite que la 406 de Daniel peut se modifier assez rapidement grâce à ses commandes internes. Ainsi donc que des pistons hydrauliques soulèvent la voiture afin qu'elle puisse changer de roue. On retrouve un aileron caché dans le coffre, un kit de jupe caché sous le pare-choc avant qu'il se déploie, un changement de volant pour une meilleure conduite. Et certains diront, oh là là, c'est beaucoup pour une seule automobile. Oh, si seulement. Dans le deuxième opus, la production a décidé de pousser le bouchon un peu plus loin. On peut donc constater un petit changement pour la carrosserie de course avec les 2 prises d'air qui apparaissent sur le toit, le fameux petit sac à vomir. Mais ce qui est la grosse modification du film, ce sont les ailes ajoutées sous la voiture afin de la contrôler lorsqu'elle est dans les airs. Contrôle qui se fait grâce à quoi? Un joystick. Oui, joystick qui, paraît-il, renferme un petit clin d'œil à celui utilisé par Anakin Skywalker dans La Menace Fantôme. Boom! Pour ce qui est du troisième opus, eh bien là, ils ont poussé le bouchon au point à ce qu'il se retrouve dans la bouteille. Ouais, là, il peut pas plus pousser, là. On a le droit dans ce troisième opus à la transformation classique de la 406, mais ici, on peut voir que le Non, du pastis. C'est à base de pastis. utilisé est assez puissant pour attraper le TGV. TGV qui roule en moyenne à 200 km/h, mais qui peut atteindre 400. Bref, nous pouvons voir aussi dans le troisième film une modification tout aussi saugrenue que les ailes. Oui, les roues peuvent se changer en chenillettes de skidoo afin de se mouvoir dans la neige. 2 petites remarques ici. Bon, la première, On se l'est tout déjà dit lors de notre premier visionnement de ce film, le modèle d'animation en 3D n'est clairement pas le même modèle de chenillette que le Taxi A. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, eh bien, maintenant, c'est un concept à moitié vrai. Et oui, la compagnie québécoise Track & Go a réussi à inventer un système de chenillettes portatives qui supporte non seulement le poids d'un camion, mais qui fonctionne vraiment bien. Ouais. Et pour ce qui est de la seconde remarque, eh bien, on aurait peut-être moins remarqué la différence des chenillettes entre le CGI et le réel si la forme au-dessus des pneus était pareille. Parce que là, c'est... Avec le quatrième film, eh bien, on peut s'apercevoir que la 406 level up avec la 407 et les modifications qui sont apportées sur le taxi sont un peu plus réalistes. Mais le CGI a gagné des plumes. Ainsi, on peut voir que les modifications physiques sur la Peugeot sont rendues modélisées en 3D, ce qui rajoute un peu de magie, mais qui en enlève aussi un peu. Prise d'air multiple, nouveau kit de jupe, aileron rétractable, mais la grosse modification dans ce film, ce sont les roues qui peuvent pivoter afin de faire tourner la voiture en rond. Et pour ce qui est du cinquième film, eh bien, c'est la même 407, mais avec un CGI plus fini, disons, ce qui n'enlève rien à la performance de la voiture dans le film. Au contraire, on retrouve presque toutes les modifications de base des 4 autres films d'avant. Une chose est sûre, c'est que cette Peugeot n'a pas passé inaperçue de ce côté-ci de l'Atlantique, et il y a vraiment beaucoup de fans de cette saga, oui, ici. Et c'est très certainement une série de films qui a aidé et contribué à ce que mes compatriotes québécois de mon âge s'intéressent aux films français. Donc ça, c'est parfait. Le Ford LDT Country Crider de 1979 de National Lampoon Vacation dit The Wagon Queen Family Truckster. La compagnie National Lampoon nous a donné entre autres de bons films, oui, mais elle nous a donné aussi des œuvres qui peuvent être très difficiles à considérer comme des films. Genre Men in White. Il y a un chat qui conduit le camion. Il y a un chat qui conduit le camion. Il y a une allée de quilles. Il y a une allée de quilles avec des poubelles rayées qui sont remplies de quilles, man. Il y a des poubelles de quilles. Il y a des poubelles de quilles, sérieux. Mais bon, soyons fair-play, la série National Lampoon Vacation peut être considérée comme un succès. Oui. Oui, bon, parce qu'officiellement, il y a eu 5 films et un téléfilm. Et il y en a 2 de trop, je te dirais. On va donc se concentrer sur le premier film parce que la voiture n'est tout simplement pas présente dans le deuxième film et que National Lampoon Christmas Vacation, mon préféré, eh bien, il y a juste une scène de voiture, c'est pas la même, mais la scène vaut quand même le détour.
l'une des choses les plus marquantes de ce film, eh bien, c'est la voiture que les Griswold ont plus ou moins choisie pour faire le voyage, le road trip, jusqu'à Wally World. Voiture qui se démarque assez rapidement par son originalité et son nez assez facile à remarquer. Ouais, voiture familiale par excellence qui résiste à bien des ennuis dans le film, il s'agit donc d'un Ford Country Squire modifié. Le break premium de la division Ford, le Country Squire, se distingue donc par sa garniture extérieure en simili-bois. Petite anecdote ici, les premières versions de ce modèle, celles de 1950 et 51, eh bien, avaient des vrais panneaux de bois sur les côtés, et on les appelle les Woodies. La fabrication de ce modèle s'est étendue sur plusieurs décennies, de 1950 à 1991. 8 générations de Country Squire ont été produites. Celle qui a été utilisée pour le film est la dernière génération, la 8e donc. Sachez en premier lieu que 5 répliques de ce Truckster ont été fabriquées pour le film. Et étant donné que nous sommes dans les années 80 et que les choses se perdent parfois, et bien de ces 5 modèles, il n'en reste que 2 réels que l'on suppose être officiels, parce que la production n'avait pas considéré dans le temps que fournir des documents officiels était important, étant donné que les véhicules avaient été transformés ainsi uniquement pour le film. Véhicule qui sera transformé par George Barris et son équipe. L'un des seuls Truckster dont on est sûr à 98% qu'il est un original est tombé sur le marché en 2013 au coût de 35 000 $. Il n'a malheureusement pas trouvé preneur, mais un an plus tard, il est revenu cette fois sur Aiming, un site d'enchères, au prix de 40 000 $, et cette fois-ci, il a trouvé preneur. Mais bien entendu, il y a des gens qui ont recréé chez eux cette fameuse automobile, et parfois les répliques peuvent atteindre des sommes importantes, comme ici, 91 000 $ pour une réplique. Ouh! Mais il y a une réplique du Truckster qui pète toutes les autres et c'est celle-ci. Oh oui, c'est celle d'une autre vraie famille Griswold qui ont soigneusement recréé le Truckster pour partir en famille en 2014 à bord de 7 voitures. Ils ont visité tous les lieux que les Griswold du film ont vus et pour terminer leur course à Disney World. Parce qu'en réalité, Wally World, ça n'existe pas. Mais pour modifier une voiture aussi étrange, eh bien, il fallait un as de la carrosserie et c'est le fameux George Barris ainsi qu'un jet bleu qui crie en arrière qui était responsable de ce contrat. Et pour les néophytes, eh bien, George Barris est le papa, the daddy, de la Batmobile des années 60. Alors, le fameux Truckster présente une peinture de carrosserie verte métallisée avocat pâle. Nous avons droit à plusieurs décalcomanies d'imitation de boiserie étendues sur les côtés et sur le capot. Cette familiale compte pas moins de 8 phares parce qu'une bonne vision nocturne est importante et sa zone de calandre est largement couverte par la carrosserie avec seulement 2 petites ouvertures à proximité du pare-choc. Soulignons le fait que la trappe de remplissage de carburant est très mal placée et que dire du coussin gonflable fabriqué clairement à partir d'un sac de poubelle. Ah, n'oublions pas non plus que le toit peut accueillir beaucoup de bagages ainsi qu'une grande tente morte. Pratico-pratique, comme on dit. Hein? Allez hop, la vieille. Quoi qu'il en soit, même si le choix esthétique assez peu conventionnel de cette voiture ne vous plaît pas, eh bien, je vous recommande quand même chaudement la série Vacation. Juste les 3 premiers, ça peut être assez, peut-être celui de 2017, mais sinon les autres, c'est donc. Afin de potentiellement mieux comprendre le style d'humour des années 80. Et oui, malheureusement, chers membres de la communauté du Salon et du Passat, c'est déjà tout pour ce merveilleux opus des anecdotes peu connues du cinéma sur les voitures mythiques du cinéma. Si tu l'avais toujours pas compris. Et j'ose croire que cette petite émission vous a plu, et si tel est le cas, bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en cachetant votre geste et nous suivre sur Facebook ou bien sur Instagram. Et je me permets humblement de vous resuggérer la fameuse chaîne Movie Car Central. Sérieux, si t'aimes les automobiles et t'aimes les films, go! T'attends quoi? Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez du dehors autant que vous pouvez. Oh oui, et je tiens à saluer mes amis français qui espèrent que les cinémas ne ferment pas jusqu'en novembre afin de pouvoir contempler, oui, Camelot volet 1. Tandis que nous, ben, il va falloir probablement attendre 2743 à peu près pour pouvoir le voir en cinéma. Sinon, pour la copie physique, oui, 3400. Donc voilà, à très bientôt. Ciao! Fun, hein, je sens plus ma jambe. Pour les cascades sans collision. Chut!
Tais-toi donc! Pogné avec un jet bleu. Hey, tu fais quoi dans la vie à part faire des allers-retours? Si je suis dans un cul-de-sac, barnac. Mais pour modifier. Hey! Ta gueule! Hey, c'est quoi, man, là? Tu fais des allers-retours sans même pisse? Jouer dans un autre trou de boîte, mon tab.